coup, pour se présenter rapidement, en fait, je vous présente Rachel Peter, qui a déjà été présentée par Valérie. Rachel est développeuse front-end chez Woodenit et on bosse d'ailleurs tous les deux chez Woodenit, une agence WordPress qui est assez connue nationalement. Faut que je parle. Non, en fait, oui, moi j'ai un micro. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est JB Audras. Il est responsable technique chez Woodenit aussi. Il est co-organisateur du Meetup WordPress de Mardège, donc avec moi et Jean-Bernard Huet, qui est dans la salle là-bas. Et voilà. Et oui, on est un couple, on vit ensemble dans notre maison en Ardèche et on télétravaille ensemble, dans la maison, quoi. C'est ça. Voilà. Ok, du coup, pour un petit historique hyper rapide, on va essayer d'aller hyper vite parce qu'on a 20 minutes tout rond là dans notre conférence. Je sais pas pourquoi je dis ça, je perds du temps. Pendant pas mal d'années, on a été freelance développeurs, tous les deux, sur WordPress, évidemment, etc. Et ensuite, donc on était en télétravail et on est devenu associé gérant d'une agence WordPress qui était sur 3 sites. 3 sites internet, non pas 3 sites internet, en fait 3 sites, Chambéry, Grenoble et Valence. On a fait plus de 3 sites, heureusement. Voilà, cette agence, en fait, il y avait 4 associés, on était associés gérants, donc 2 des 4, et on a été 3 des 4 à se barrer à la suite d'un conflit, voilà, avec une personne, en fait, un des 4 associés qui essaie de nous la faire à l'envers, en fait, de nous. Ensuite, on est devenu. Du coup, salariés chez Woodenit, on a été embauchés ensemble. On était les premiers salariés en remote. Donc c'est une expérience qui s'est plutôt bien passée pour tout le monde parce que là, ça fait 1 an et 4 mois et toute l'agence passe en remote complète et on rend les bureaux à Paris dans quelques semaines. Yeah. Du coup, il y a des développeurs dans la salle, j'imagine. Donc vous allez être déçus si vous avez été alléchés par le titre de la conférence. Parce que l'objectif en fait de ce titre, c'est de dire qu'avec WordPress, on peut obtenir du travail en télétravail. Voilà. D'ailleurs, en fait, s'il y a des vrais développeurs dans la salle, vous aurez bien compris que cette fonction ne fonctionne pas puisqu'il faut mettre une URL ici. Donc bon, voilà. En fait, ce qui nous intéresse ici, c'est les arguments ici, c'est les paramètres. Et dans les paramètres, on a choisi un certain nombre de paramètres. On a parlé tout à l'heure avec l'Epigo de plein de paramètres comme quand on est en télétravail, choisir un bon siège, etc., etc. Et en fait, on ne va pas parler de ça. Nous, on a choisi 4 paramètres qui sont l'expérience, la bienveillance, on y revient, dédicace à Wolfgang, l'identité, qui nous paraît important, et la communauté, on est sur un événement communautaire. L'objectif étant de s'épanouir. Voilà. Et juste pour préciser, parce que le télétravail, ça peut être plein de formes de travail différentes. Ça peut être un freelance, ça peut être travailler dans un coworking, être en télétravail 1 jour par semaine. Nous, là, on a fait le choix de rester focus seulement sur ce qu'on expérimente en ce moment, c'est-à-dire d'être complètement en télétravail à plein temps et salarié dans une agence. Et être en Ardèche voilà. Au passage. Vive l'Ardèche. Voilà. Mais bon, ouais. Ah oui, alors. Donc, premier paramètre. C'est moi ? Ah, c'est toi. C'est moi. Donc, un remote worker est seul. Alors là, ça va être le passage qui coule un peu de source. Mais un télétravailleur est la plupart du temps seul chez lui et en autonomie sur son poste. Donc, à partir de là, avoir de l'expérience, c'est plutôt un plus. Et un senior sera plus à l'aise qu'un junior. Donc, bon, tout ça, c'est très évident et ce n'est pas du tout spécifique au télétravail, c'est pareil dans n'importe quelle entreprise. Mais il y a d'autres aspects dans l'expérience qui paraissent peut-être anodins dans une entreprise, mais qui prennent beaucoup de sens quand on est en télétravail et qui peuvent faire la différence. Alors, par exemple, quand on est en remote, on a beaucoup moins d'échanges informels avec ses collègues. Il n'y a par exemple plus la possibilité d'alpaguer quelqu'un dans un couloir ou d'échanger à la pause café devant la machine à café. Ça n'existe plus. Et le moindre point oral qui aurait pris 3 minutes à régler dans un bureau, quand on est en remote, ça nécessite de trouver une date, de le planifier, d'être validé. Voilà, ça doit monter dans le planning, ça doit être accepté par le collègue. Et en plus, il y a des boîtes qui sont en full remote sur plusieurs pays, continents, donc avec des fuseaux horaires différents. Donc c'est vraiment très compliqué. Alors déjà que le planning, je pense que dans toutes les agences, c'est un petit peu la grosse bête noire. Ouais. Quand on est en full remote, ça devient vite un gros bordel. Donc savoir anticiper, pouvoir chiffrer ses tâches et aussi pouvoir les prioriser entre elles, ça devient assez primordial quand on est en remote.
Autre petit exemple de l'avantage d'être expérimenté en télétravail, c'est que quand on est en remote, il est moins évident pour nous de voir si nos collègues sont sous l'eau ou complètement free. Ou inversement, eux, ils ne voient pas forcément quand on est débordé. Du coup, les sollicitations peuvent être nombreuses et on est souvent amené à devoir dire non, quoi. Et il y a aussi les requêtes de dernière minute, alors que ça fait 2 heures qu'on a fini notre journée, mais qu'il y a un problème et que le chef de projet vient vous chercher, etc. Ben ça n'arrive pas quand on est dans un bureau, mais en télétravail, ça peut arriver. Donc voilà, en général, assumer de dire non, c'est quand même plus facile quand on a déjà un peu de bouteille. Et un dernier point, si vous êtes en remote, on attend de vous à ce que vous soyez autonome. Mais ça peut arriver quand même de bloquer sur un point et d'avoir besoin d'une aide extérieure. Et dans ce cas-là, avoir déjà un réseau, pouvoir s'adresser à des confrères avec qui on a l'habitude de parler, Slack. avoir des bonnes relations, ouais, c'est quand même un plus non négligeable. Ah, je dois dire quelque chose. L'expérience, en fait, l'expérience, ici on parle d'expérience. Je sais qu'il y a les amis de Ardéchois du Cheylard qui sont encore en formation, qui ont fait le déplacement. Donc pour eux, je voudrais dire que c'est pas obligatoire l'expérience. On peut tout à fait devenir télétravailleur sans expérience. C'est pas ça. C'est juste que tout sera plus difficile, en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des choses qui s'apprennent sur le long terme. En fait, la compétence, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Quand on recrute quelqu'un, si vous vous mettez à la place d'un recruteur, il va recruter sur des compétences. Alors des fois, c'est un peu difficile à jauger, hein, évidemment, mais on a quelque chose en fait finalement de palpable. On peut voir ce que la personne a fait, etc. Par contre, l'expérience sociale, en fait, qui permet à une personne d'être autonome, en fait, d'avoir toutes les qualités que Rachel a décrites en télétravail, ça c'est beaucoup plus compliqué à jauger et on aura de très bons développeurs ou de très bons graphistes et tout ce qu'on veut, hein, tous nos métiers du web, qui du coup en remote vont pas s'épanouir, du coup faire du mauvais travail, etc., etc. Et ça c'est un peu plus compliqué et ça apparaît pas sur les CV. Enfin en tout cas c'est pas quelque chose qui est géré. Ouais. Ça s'apprend sur le long terme et du coup on peut passer à la slide suivante puisque en fait le chiffre est assez éloquent. 3 ans en fait c'est ce que des personnes, et je vais les présenter rapidement, ont donné en fait comme chiffre qu'il faut pour non seulement être efficace au télétravail mais en plus être épanoui en fait tout simplement, c'est-à-dire être heureux finalement de son travail, hein. Et c'est ce qu'on recherche tous, hein, ici. Ce chiffre en fait il sort pas de nulle part, il sort de chez HumanMade qui est une des plus grosses agences WordPress au monde, si ce n'est la plus grosse. Je pense, et qui a fait énormément de recherches sur le télétravail. Donc je vous invite à suivre les liens et à aller tout simplement voir ce qu'ils ont fait. C'est des études passionnantes, hein. Ils payent des gens même au sein de la boîte pour faire des études sur le télétravail, donc c'est assez passionnant. Toujours est-il que 3 ans c'est long et qu'on se dit ok, je vais pas être opérationnel tout de suite, donc voilà. Ouais, je sais, il faut que je... Alors on passe à notre deuxième spécial paramètre, dédicace, qui est la bienveillance. Et à toi aussi Samy. Le moment bisounours. Alors c'est bien connu, les relations à distance, c'est toujours un peu difficile. Donc on sait que la communication écrite, ça peut poser des problèmes d'interprétation, qu'il faut toujours rajouter des smileys parce qu'il y a moins de nuances, il y a moins de tons, etc. Ça, je pense que c'est assez connu par tout le monde. Puis si on rajoute dans les boîtes multinationales qu'il peut y avoir des disparités de langue, des disparités culturelles, on comprend bien que ça complique encore plus les choses. Mais il y a d'autres points qu'on veut aborder, c'est que si vous êtes un travailleur à distance, vos collègues n'ont pas forcément pleinement conscience de votre environnement et du contexte dans lequel vous travaillez. Par exemple, si vous travaillez dans un open space, vous pouvez voir que le devback qui a corrigé un bug en 5 minutes a en fait mis avant 2 heures de recherche pour comprendre d'où venait le problème. Et c'était beaucoup plus long que ce que ça avait l'air. Ou par exemple que la chef de projet, si elle n'a pas écouté vos préconisations sur le responsive design, c'est parce qu'en fait le client est un gros relou et qu'il a changé 14 fois d'avis et qu'on n'avait pas le temps d'aller plus loin, quoi. Ou alors que le collègue qui n'a pas avancé sur le projet parce qu'en fait il était pris, il y a eu un site qui s'est fait pirater, il a dû s'en occuper et donc il a laissé tomber tout le reste. Voilà. Toutes ces infos sur les contextes de travail en remote, elles sont en partie gommées en tout cas. Donc là, il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le jugement et de ne pas tirer de conclusions hâtives parce qu'on n'a pas le contexte et les contraintes des autres. Sans compter qu'en plus, l'éloignement et la communication écrite, comme on l'a dit, ça augmente un peu les mauvaises interprétations, la méfiance et la parano. Voilà. Et si on a conscience de ce problème, c'est plus facile de l'éviter.
Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait, quand on est en télétravail, il faut être des gentils, il faut être compréhensif et indulgent. C'est un peu naïf, mais avec JB, on essaye de rester positif, on essaye d'y penser tout le temps. Bon, après, on est humain, alors des fois, ça ne marche pas, mais en général, on arrive à se reprendre, on arrive à se corriger. Attention, là, ce que tu dis, t'en sais rien, t'étais pas là, tu fais une supposition, attention. Tout à fait. Alors, il y a quand même un pendant contraire qui est intéressant, c'est le bitching. Parce que le bitching, en fait, c'est important. En fait, c'est un peu gênant, parce que du coup, il y a Nandor qui est là, mais... mais en fait, savoir bitch... Non, il peut rester, en fait. Non, savoir bitcher les clients, les collègues, ses boss, en fait, tout ça, c'est des trucs très importants, parce que c'est des soupapes, en fait. Et quand on travaille à distance, finalement... on va pas pouvoir prendre la pause café avec n'importe quel collègue qui traîne par là et pour lui raconter, voilà, le client là c'est impossible, machin, ou tel autre collègue, il me saoule, il me demande les maquettes depuis 3 jours, j'y arrive pas, enfin, il comprend pas que moi j'y arrive pas, etc. Et on pourra toujours trouver en fait sur place dans l'agence quelqu'un qui pourra écouter toutes les petites merdouilles qui nous arrivent. Et quand on est tout seul, en fait, on peut pas forcément. Du coup, il faut se trouver des collègues, en fait. Ça peut être des collègues extérieurs. Quelqu'un qui, par exemple, si vous travaillez en coworking, ça peut être utile pour ça. Nous, avec Rachel, du coup, on est en couple, donc évidemment, on est tout le temps en train de s'énerver contre nos collègues, contre Nandor, contre les clients. Mais en fait, c'est très sain à partir du moment où ça reste déjà sur le rire, en fait, sur le mode bitching, quoi. C'est-à-dire, ah, quel connard. Mais en fait, ça veut pas dire que c'est un connard. C'est pas l'insulte qui compte. C'est que j'avais envie à ce moment-là d'exprimer mon énervement, tout simplement. Et ensuite, surtout, il faut savoir passer à autre chose. En gros, l'objectif ici, dans ce que je dis, c'est de pas faire la cocotte minute, de pas laisser tourner et exploser ensuite. Et là, ça peut devenir très violent. Il faut essayer d'en parler rapidement. Et puis, on passe à autre chose. Finalement, c'est pas si grave. La vie continue. Alors, petit aparté sur nos méthodes de travail chez nous. Donc, chacun a sa façon différente. Oui, non, mais c'est vraiment ça tous les jours. Voilà. Donc l'important, c'est que ça convienne à tout le monde. Moi, j'aime la rigueur et j'aime que ce soit organisé. Du coup, j'ai une journée assez structurée avec des horaires que je respecte et j'utilise les méthodes de travail structurées comme Pomodoro. Pour en dire 2 mots, parce qu'on n'a pas le temps de développer, c'est des sessions de travail de 25 minutes avec des pauses de 5 minutes toute la journée qu'on répète. Voilà, c'est assez intéressant, mais si vous voulez en parler, il faudra aller voir Rachel plus tard à l'after, etc. Elle vous racontera tout sur le Pomodoro. C'est génial, sauf que moi, le Pomodoro, perso, je peux pas. Les méthodes de travail Stakhanovich comme ça, c'est mort. Ça se voit. Moi, ce que j'ai besoin, c'est finalement d'autonomie, de liberté, de jongler d'un truc à l'autre, faire le pompier, aller dépanner ça, dépanner ci, aller voir tel client, et puis rappeler l'autre. Et en fait, finalement, c'est des choses qui, moi, m'intéressent, me motivent. Et puis, pareil, je travaille là, je fais les heures de travail, bien sûr. On a des clients au téléphone, etc. Et puis, les collègues ont besoin, on a tous besoin l'un de l'autre, mais j'aime bien aussi bosser la nuit, écrire un article ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, tout simplement, c'est comme ça que ça me plaît de travailler. Ça veut pas dire que je travaille. Le fait de travailler plus veut pas dire que je suis plus efficace que Rachel au travail. Attention, pas du tout en fait. C'est juste que du coup, peut-être dans la journée, je vais avoir 1 heure où je vais être complètement éclaté parce que j'ai travaillé la nuit la veille. Donc, en fait, tout ce qui compte, c'est que les gens, en fait, dans l'agence déjà, enfin, dans le milieu où on travaille, le savent. À partir du moment où ils le savent, du coup, ils vont pouvoir finalement composer avec, quoi. Voilà. Autre paramètre ? L'identité, c'est à moi de dire ça ? Oui. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Ah mais on est bientôt à la fin. Identité, l'identité en fait on voulait en parler parce qu'il y a 2 points en fait qu'on trouve intéressants et qui se répondent bien au niveau de l'identité. C'est d'abord le sentiment d'appartenance. Alors là effectivement je parle plus du point de vue agence. Pour les freelances c'est un peu moins le cas, encore qu'il y a des collectifs de freelance qui se montent de plus en plus. L'idée du sentiment d'appartenance en fait c'est de pas s'isoler, c'est de s'intégrer dans un groupe et surtout en fait le gros problème qu'on va avoir tendance à avoir en fait quand on est télétravailleur, donc on travaille à distance, c'est qu'on aura vite l'impression d'être une sorte de freelance qui travaille pour l'agence. Pourquoi ? Parce qu'on est tout seul, on reçoit finalement des tâches à faire, on fait les tâches, on renvoie, on nous dit ce qui va pas, on corrige, on renvoie, et voilà, c'est livré. Et puis on sait plus ce qui s'est passé à la livraison, etc. Donc c'est important de faire des bilans, de faire des workshops, en gros de tout le temps échanger entre salariés quand on est en télétravail. L'identité corporate, en fait, c'est pas un truc de patron en fait qui doit véhiculer une sorte d'identité pour que les salariés restent et soient contents, etc. C'est vraiment un truc de salarié. C'est-à-dire c'est vraiment un truc que tout le monde doit prendre en charge pour participer à mettre une bonne ambiance qui plaît à tout le monde. Typiquement, nous, au niveau de la convivialité, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire des pauses café, typiquement
typiquement, alors ça c'est un truc d'Émilie Lebrun, même quand elle vient pas au WordCamp, elle est citée, c'est un truc de fou. Donc Émilie qui a lancé les posts café, celui qui veut, il balance une pause café 2 fois par jour, on peut faire ça, hop, et puis on fait une visioconférence, ceux qui veulent venir, ils viennent, ceux qui veulent pas, qui sont dans le flow de leur travail, ils viennent pas, et ainsi de suite. Donc c'est des choses intéressantes, des petits jeux, Nandor est un super animateur de jeux d'équipe, attention, il faut le dire. Bref, voilà, on essaye de finalement introduire de la convivialité, et Rachel, je te laisse... Alors, voilà, moi, je vais plutôt parler d'identité au niveau de l'individu. Là, on a mis une citation de Siobhan McKeown, qui est responsable des événements chez Human Made. Elle a beaucoup réfléchi, en tout cas écrit sur le remote. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, il faut absolument la suivre parce que c'est très, très intéressant tout ce qu'elle dit. Voilà, du coup, qu'est-ce que moi je dois dire Ah oui, donc l'idée derrière cette citation... et l'article d'ailleurs, c'est que ça part du constat que dans les métiers traditionnels, genre pompier, femme d'affaires, policier, tout ça, il y a un uniforme qui est un peu un marqueur social de son rôle et de son statut. Alors de nos jours, il y a de moins en moins d'uniformes dans les entreprises, mais il y a d'autres formes de marqueurs sociaux pour un individu qui participe à construire son identité professionnelle et son statut. Je pense par exemple au cadre manager qui a un bureau personnel alors que la production et l'équipe technique sont en open space. Ou à ce même cadre manager qui à midi va manger avec le patron et les clients au restaurant alors que les autres ils mangent ailleurs dans la salle commune, je ne sais pas, voilà. Et oui, c'est ça, j'en suis là. Donc tout ça, ce sont des éléments qui vont de manière indirecte, mais qui vont quand même jouer dans la construction de l'identité professionnelle et là, dans mon exemple du charisme et par extension de l'autorité. Voilà, mais une partie de ces marqueurs sociaux sont gommés dès lors qu'on travaille en remote. Du coup, je pense que on pense que dans une certaine mesure, le télétravail, ça horizontalise. T'as réussi à le dire. Oui, ça horizontalise les relations professionnelles. Et peut-être que du coup, le télétravail, ça s'accorde mieux avec des entreprises qui sont assez ouvertes sur des formes de management moderne et qui sont peut-être pas trop verticales. Alors, c'est peut-être pas une mauvaise chose que ça s'horizontalise, je ne pouvais pas le dire 2 fois de suite. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train de bouger depuis quelques années, grâce en partie, je pense, à l'essor du télétravail. Et tout ça, c'est très intéressant, mais l'idée derrière ça, c'est que si vous êtes une personne attachée à la hiérarchie, voire conserver un petit peu... C'est pas un gros mot, hein, voilà. Oui, voilà. Que vous voulez conserver le respect de la hiérarchie, être attaché aux fonctions de chacun, etc., le télétravail, ça risque d'être un peu plus difficile, quoi. Voilà, oui, j'ai un dernier point à voir, donc c'est plutôt l'inverse, là, c'est ce qui concerne pas l'identité professionnelle, mais la vie privée, les goûts de chacun, l'identité personnelle, on va dire. Et bien ça, pareil, c'est un peu moins accessible aux autres quand on est en télétravail, parce que tout simplement, on a tendance un peu à cloisonner, le boulot c'est le boulot, et à filtrer ce qu'on dit, on raconte pas tout quand on est en remote. Alors que pourtant, c'est intéressant de parler de soi et même un peu enrichissant de pouvoir échanger sur des sujets qui ne sont pas forcément professionnels, comme d'ailleurs ça se fait dans les entreprises traditionnelles. C'est ça. Voilà. Mais en fait, je pense que ce n'est pas forcément naturel et évident pour tout le monde, voire pour pas grand monde, et que du coup, il faut un petit peu se forcer vraiment à parler de soi. En fait, il faut se forcer à communiquer, voilà. ouais, c'est quelque part, c'est assez vrai. Du coup, pour terminer, parce que je crois qu'on arrive au bout des minutes qui nous sont accordées, on y arrive, parfait. On voulait finir avec le dernier paramètre de notre fonction, la WP Remote Get, pour obtenir du boulot. Le paramètre WordPress. Et en fait, aujourd'hui, nous deux, on peut dire merci à WordPress. Vous allez voir pourquoi. Merci. Vas-y. Merci d'avoir dit merci. Pourquoi ? Parce qu'en fait, WordPress est un milieu extrêmement favorable au travail en remote, mais même un des milieux les plus favorables au travail en remote que, en tout cas, j'ai en tête. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'open source
intègre dans son ADN en fait finalement le principe du travail en remote. L'open source c'est quoi? C'est des gens qui vont partager finalement des repos, etc., qui vont essayer de contribuer à un logiciel, et ces gens-là la plupart du temps ils se sont jamais vus en fait au départ, hein. Je veux pas dire de conneries, mais je crois que notre copain Matt là, il a pas vu les autres développeurs qui ont contribué à son code avant 3 ans alors qu'il travaillait dessus. Et en fait, finalement, les gens se sont structurés autour du remote. Et en fait, cette communauté open source est complètement structurante pour nous, maintenant, aujourd'hui, travailler en agence, etc. Le fait d'être dans une communauté open source, ça nous aide énormément. Communauté, justement, les événements, les relations, en fait, ces événements comme on fait ici aujourd'hui, etc., il faut vraiment pas sous-estimer comme ils peuvent être structurants dans notre vie, dans notre carrière professionnelle. Ça peut être vraiment un truc de fou, et notamment en valorisant les compétences, les actions, etc. Aujourd'hui, on vous présente pas une conférence technique, on montre pas des compétences techniques spécifiques, compétences métiers, mais en fait, derrière, toutes les autres conférences qui ont eu lieu aujourd'hui sont intéressantes et permettent aux gens de tisser des relations, etc. Et tout ça, c'est hyper important. Je le dis notamment pour les copains ardéchois qui sont en formation. C'est vraiment un truc hyper important, donc continuez à venir au WordCamp, etc. Franchement, nous, en fait, le truc, pour revenir à la petite histoire, et je finirai là-dessus, quand on a quitté notre ancienne agence, on venait de signer, un jour avant, un emprunt qui nous mettait du coup un emprunt bancaire sur le cul du type immobilier, donc vraiment la grosse flip. Voilà. Il fallait trouver du boulot direct, il fallait rentrer des sous là direct, etc. On avait un avocat aussi pour tous les problèmes juridiques. On était dans une situation compliquée. En fait, avant même qu'on ait vraiment quitté l'entreprise en termes de démission, etc., on avait déjà signé chez Woodanit, et ça s'est fait en 15 jours. En 15 jours, trouver du travail pour 2 personnes qui souhaitent rester en Ardèche, rester en couple, travailler ensemble en couple. Je veux dire, c'est un truc qui, pour nous, ça a été magique, en fait, une sorte de miracle. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver, que ça arrive à tous les coups grâce à WordPress, ce qui est génial. On a eu de la chance. Ce que ça veut dire, c'est que WordPress l'a permis... Non, mais ce que je veux dire sérieusement, c'est que WordPress l'a permis, et en fait, c'est venu de là, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Émilie, j'ai fait: tu recherches des gens? Ok, je prends le package Rachel et JB. Putain, super. Merci la communauté, merci WordPress. Voilà, c'est fini. Bonsoir, ça fonctionne? Ouais. Moi, je connais le travail à distance, mais en tant qu'indépendante. Plutôt, j'ai jamais travaillé comme salariée à distance. Ça fait 10 ans que je travaille toute seule, en fait. Et j'ai du mal à m'imaginer comment est-ce qu'on peut quantifier, tant du côté du salarié que du côté du boss, en fait. Comment est-ce qu'on quantifie, qu'on évalue, qu'on fait confiance, qu'on se fait confiance l'un à l'autre? Parce qu'en gros, il n'y a pas de caméra placée dans le salon, la chambre de celui qui bosse à distance en pyjama, en gros. Et donc, on ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Le patron, ça peut lui arriver d'avoir des doutes sur l'efficience réelle de la personne qui travaille à distance. Et je pense que c'est un poison qui peut s'instiller très vite. Comment est-ce qu'on fait pour prévenir ça ? Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne franchissent pas le pas, justement à cause de cette peur. Après, nous, dans notre expérience, la plupart, la grande majorité de nos collègues et des gens avec qui on bosse, pour ne pas dire tout le monde, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui font bien leur travail, qui font du mieux qu'ils peuvent, en tout cas avec ce qu'ils ont. Voilà. Après, c'est sûr qu'il y a de la confiance. Il faut qu'il y ait forcément de la confiance. Et nous, on s'entend très bien avec nos boss et ça marche comme ça. Peut-être aussi, on peut dire qu'on a une team qui est assez expérimentée. Oui. Pour le coup, du coup, ça rejoint la... qui s'est démontré ce qu'il a fait, expliquer pourquoi il l'a fait, tu auras tendance à faire confiance. Même si on fait tous des conneries à un moment donné. Mais faire une connerie et savoir expliquer pourquoi la connerie est arrivée, tu fais confiance à la personne, tu dis ok, il n'est pas en train de contribuer. Après nous, dans notre cas, je pense que le danger, il est plus de trop travailler et de ne pas trop savoir s'arrêter plutôt que de rien faire parce qu'on est chez soi. Mais bon, je ne sais pas si ça correspond à tout le monde, mais au final, c'est souvent ça, je pense. Peut-être les tendeurs à un mot à la question. Je pense que la réussite de l'agence, ça dépend de la responsabilisation finalement des gens qui en font partie. Donc la confiance va avec ça. Et finalement, on le voit, l'agence marche beaucoup mieux en remote que finalement quand on était tous dans le même bureau.
Oui, en fait, vous parliez de coordination de tâches et tout ça. Vous utilisez des méthodes genre Scrum et méthode agile pour structurer, découper les tâches et ainsi de suite. Oui, tu peux parler. Du coup, je vais répondre à cette question parce que en fait, j'étais embauché comme chef de projet traditionnel à la base. Et on s'est rendu compte au bout de en fait, assez rapidement, 1 ou 3 mois, je pense, que le planning, c'était pas trop mon fort. Du coup, j'ai. En fait, oui, pas du tout même. Donc d'abord, on m'a coupé l'accès au planning, parce qu'on s'est dit, bon, tant pis, on le coupe déjà, au moins ça va limiter la casse. Puis ensuite, on m'a expliqué gentiment, bon, tu vas peut-être basculer sur la gestion de projets techniques, et enfin ce genre de choses, parce que finalement, un jour, tu arriveras peut-être à être à peu près moyen en planning, mais autant faire directement ce que tu sais faire, quoi. Donc, tout ça pour dire quoi? Et en fait, c'est qu'on est revenu sur une méthodologie en cycle en V, en fait, au contraire. Et en fait, cette méthodologie en cycle en V, je vais y arriver, du coup, en fait, elle nous convient bien dans un premier temps. Après, on a une personne qui fait de la gestion de projet et qui est une super chef de projet, il faut le dire, qui pourrait en fait instaurer en fait du management agile. Franchement, je pense que ça serait possible. Aujourd'hui, en fait, on s'est concentré justement sur revenir sur les basiques, faire fonctionner du coup, parce que le télétravail, c'est récent. Là, on va plonger dans le 100% télétravail à la fin du mois. Et pour l'instant, déjà, arriver à maîtriser des projets, et on le fait bien, actuellement, ça fonctionne, en cycle en V déjà. Ensuite, derrière, on pourra passer en agile. Mais en fait, comme on le disait tout à l'heure, les choses prennent du temps. Il ne faut pas être trop gourmand non plus. J'ai une petite question. Enfin, il y a juste un mystère pour moi, c'est comment vous faites pour faire des brainstorming? Je te donne un exemple. Nous, on est en train de développer par exemple, un outil. On a un outil super technique et super moderne et super cher qui est le machin blanc là-bas, qui est un tableau Velleda, pour pas citer de marque. Et où finalement, moi, je vais faire un dessin et mes collègues vont faire non, je suis pas d'accord, je me lève et tiens, j'efface et je réécris une partie du dessin. Et comment vous faites à distance? Est-ce que c'est une phase que vous avez faite autrement? Est-ce que vous avez des outils numériques pour le faire? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en présentiel? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites pas du tout et genre c'est un chef de projet qui vous balance le truc en ayant réfléchi en avance? Oui, c'est une bonne question. Là justement, on a mis en place un nouveau mode de travail parce qu'on ne voulait pas que ce soit le chef de projet qui décide et que moi je fais la prod et que la prod ne fasse que faire de la prod, et on avait besoin que ce soit, surtout qu'on est une toute petite agence, on avait besoin que chacun puisse un peu participer et plus de choses à dire en amont du projet, quoi. Sans vouloir dévoiler les recettes, en gros, l'idée c'est de travailler sous forme de workshop à 3. Voilà. Pourquoi? Parce qu'à 3, du coup, il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord et qui pourra aussi en même temps trancher. Donc du coup, on fait des workshops à 3, des tout petits groupes. Et en amont, en fait, l'idée c'est d'impliquer la personne en amont, la personne qui est dedans et la personne qui bossera après, exemple, en fait. Moi, en tant que voilà, on essaye de faire je ce genre de choses. Le workflow wireframe, quoi. Alors que c'est pas mon métier, mais comme ça, on commence déjà à regarder l'interface, à voir comment on va faire les choses, avant que ça passe en design. En fait, on est encore dans de l'artisanat, tu viens de le comprendre, on n'a pas le tableau Velleda. Et on essaye de faire ça, du coup, en visioconférence. On peut aussi se voir de temps en temps, c'est possible. Hein. Ça nous est arrivé plein de fois de nous déplacer, enfin, en tout cas moi, à Lyon, à Paris, pour discuter méthodologie. On l'a fait très récemment et c'est quelque chose où on a avancé énormément dans notre méthodo. Donc oui, les rencontres en présentiel. Après, des rencontres en présentiel 1 fois par mois, c'est tout à fait envisageable. On n'est pas non plus... Lyon, Paris, Grenoble, c'est sur la même ligne droite, quoi. Grenoble, mais on habite à Valence, nous. Oui. Pourquoi je dis Grenoble? Ouais. Moi, je voulais savoir si vous avez des rituels en étant à la maison comme ça. Est-ce qu'il y a des... Moi, oui. Ah, mince. Vas-y, t'étais bien parti. Oui, ce que je disais, ma façon de travailler est très organisée. Du coup, moi, j'ai des horaires et je fais telle chose et j'ai Pomodoro et je prends mes 5 minutes pour... mais moi, oui, mais moi, j'aime ça, en fait. Puis ce que j'aime, c'est qu'à 18h15, 18h30, j'ai fini et j'arrête et je coupe tout et je vais faire autre chose. Voilà. Ouais, Rachel a une vie très organisée, au niveau des activités sportives, etc. Et c'est quelque chose, en fait,
mais en fait c'est une super question parce que du coup c'est un rythme de vie qui lui plaît et du coup elle travaille bien et du coup en fait c'est hyper dépendant de ça. Moi mon rythme de vie justement c'est plutôt de faire les choses quand j'ai envie de les faire et bah du coup de temps en temps bien sûr je me force comme tout le monde à faire les choses bien quand il faut, mais c'est clair que si je fais quelque chose au moment où j'ai envie de le faire, je vais être super bon et ces moments où j'ai envie de le faire, elles peuvent être n'importe quand, donc bon. Voilà, je fais avec ça, mais je suis sûr que des bordéliques, il y en a plein d'autres dans la salle, hein, donc voilà. Merci pour la conférence. Je suis gérant en Belgique d'une agence de 5 personnes et je me pose un peu les mêmes questions. Et c'est un peu une question au patron aussi, parce que j'ai été voir la conférence sur le gros projet dont j'ai oublié le nom. S'il y a des gens très structurés, d'autres moins, qui travaillent plutôt la nuit, comment est-ce que ça se passe en temps de timesheet, de temps passé, temps dépassé, et quelle est la latitude que vous avez par rapport à, je sais pas, en France ça doit être quand même 40 heures semaine aussi, si vous en passez 55, de la récup ou non sur les projets. Alors ça c'est peut-être un peu... Je pense que je vais répondre quand même à la place de Nandor. Parce qu'on est une entreprise horizontale en fait. Non, mais en fait, je pense qu'on est. En fait, Nandor a déjà répondu tout à l'heure à cette question. C'est que les gens se responsabilisent, tout simplement. C'est que, en fait, on fonctionne aussi au projet. Et puis, finalement, alors Rachel fonctionne sur des horaires. Oui, mais parce que moi, elle a besoin de se structurer là-dessus. C'est un poste poste de production. J'ai 30 jours à faire sur une inté, donc je suis bien obligée de quand tu attaques une inté qui va durer 30 jours, voilà. bah, tu fais voilà, tu sais que les chefs de tu vas projet, avancer comme ça. Quoi. Ouais. Au niveau de la gestion de projet, c'est toujours différent. Au niveau du développement, des fois, on a des merdes qui tombent, comme dans toutes les agences. Faut faire le pompier, etc. Ouais, ben, les gens se responsabilisent, en fait. Hein. Je pense que c'est la seule solution. Après, pour redire ce qui a été dit, on est une team de gens qui sont plutôt expérimentés, du coup responsabilisés. On a eu notre agence avec Rachel avant. C'est des choses qu'on connaît, du coup, les soucis que peuvent avoir les gérants de cette agence-là. Voilà, on se responsabilise, on sait qu'à un moment donné, si les choses vont pas bien, il faut corriger le tir, il faut prendre ses responsabilités. Moi, ce que je te conseille, ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut monter une team remote, et c'est vraiment pas quelque chose de simple, hein, clairement, je pense, c'est d'aller chercher du côté de personnes expérimentées, quitte à avoir peut-être moins de personnes, etc., mais des personnes qui, au moins pour lancer la boîte, du coup, qui ont une culture du remote, notamment des gens qui sont dans l'open source en fait à fond, même s'ils n'ont jamais pratiqué de remote. Ils ont moins pratiqué le fond du remote qui est le travail avec d'autres personnes sur différents lieux, quoi. Il faut, ouais. Je sais pas si c'est pertinent ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Je pense que le fait qu'on ne se sente pas dans une entreprise pour laquelle on fait un travail qu'on donne pour que des patrons gagnent de l'argent sur notre dos. Enfin, nous, on ne ressent pas ça comme ça, en tout cas. Moi, j'ai vraiment l'impression que l'idée et la philosophie, c'est de faire un truc ensemble. C'est de mettre les compétences qu'on a. Là, toi, t'es bon là-dedans, on va essayer de faire ça ensemble. Juste comme on pourrait faire s'associer pour monter un produit, monter une start-up, c'est un peu plus dans la philosophie et je pense que c'est ça qui marche. Juste une question, vous pensez quoi des entreprises comme Yahoo qui reviennent justement sur le remote et qui ont tendance à... Est-ce que vous pensez que c'est une phase où c'est pérenne chez vous ou... Franchement, tu m'aurais demandé mon avis il y a au dernier WordCamp Paris. Moi je pensais que mon agence là c'était pour la vie, hein, celle d'avant. C'est difficile à dire, ça se trouve ça va pas marcher, on va se planter. Moi franchement je pense qu'on est sur de bons rails, les projets se passent de mieux en mieux. On a l'impression que ça tombe quand même, il y a des nouveaux produits qui sortent. Bon, voilà, c'est pas pour faire la pub, hein, c'est pas l'objectif, mais il y a des nouveaux produits, en tout cas services qui sortent et ça marche bien. Clairement, tout indique que ça fonctionne bien. Après, c'est pas, le remote, c'est quand même difficile. Et ensuite, l'autre, voilà. Qu'on a trop de la chance, mais c'est quand même difficile. Typiquement, t'as deux cas de figure. T'as Automatic qui lâche ses bureaux à San Francisco, où là, ils se disent, en fait, on payait une blinde pour rien du tout. C'est un peu ce qui nous arrive, mais à une beaucoup plus petite échelle, on va dire. Et puis t'as Yahoo, effectivement, qui va se dire, c'est bien cette culture de l'horizontalité, etc. Mais en fait, ça plaît pas aux gens. Depuis des années, on faisait ça, et puis d'un seul coup, on s'est mis à dire tout est horizontal. C'est vrai que peut-être que ça a été violent aussi même pour les salariés, en fait. Donc ils en reviennent. Franchement, c'est. Yahoo, c'est plutôt, ça a peut-être plutôt tendance à décroître et à perdre. Du coup, ils essayent peut-être de sauver les meubles et qu'ils sont en train de remettre en cause leur façon de fonctionner. Alors qu'Automatic, typiquement, c'est tout l'inverse. Donc. En fait,
Je suis désolée, mais en fait, il y a Amaury là qui attend. Oui, désolée. Merci en tout cas.